Voilà, donc bonjour à tous. Je prends très vite la parole pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Delphine de Guélinck, salariée d'ESCA Alumni, et je suis responsable de l'animation et de l'événementiel au sein de l'association. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce club avec Karine et Florent, entre autres, le club immobilier. Très rapidement, je voulais vous passer une petite info. Vous allez recevoir sans doute aujourd'hui un mail, un sondage, parce qu'on lance la 5e édition des ESCA Awards 2022 qui auront lieu cette année le 14 juin et à l'hôtel Potoki encore comme l'année dernière. Donc vous allez être sollicité pour passer vos suggestions pour 5 profils ESCA susceptibles d'être le Grand Prix, le jeune talent, le profil atypique, le parcours international et le prix RSE. Donc, juste si vous pouvez participer à ce grand moment de l'association, ce serait formidable. Voilà, je vous relaisse la parole. Merci Delphine. Merci Et Delphine. je vous dis à très bientôt. Ça marche, tu restes parmi nous quand même. Alors, donc moi je vais envoyer sur une rapide présentation du club immobilier pour ceux qui ne connaissent pas avant de laisser la parole à Karine. Le club Alumni immobilier, c'est le fruit de 2 réflexions conjointes pendant le confinement. Karine Durand qui va nous faire la présentation aujourd'hui et moi-même. Donc Karine, elle est à la tête d'un cabinet de chasse immobilière en immobilier neuf, mais je ne vais pas développer puisqu'elle a prévu de se présenter tout à l'heure. Et moi-même, j'ai monté une entreprise générale de bâtiments qui rénove des appartements à Paris. L'idée, c'est de se connaître, de pouvoir réseauter entre anciens nescaïens de l'immobilier. On a donc lancé ça il y a 1 an et demi, c'était en 2020 qu'on a fait notre premier événement. Aujourd'hui, c'est notre 7e événement. Et on fait des événements donc tous les 2 mois de formats un peu variés, soit des présentations thématiques comme aujourd'hui, soit des rencontres plus en présentiel, networking et plus axés professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'intéresser à des problématiques d'investissement qui ne sont pas forcément de par leur profession dans l'immobilier, mais on fait d'autres types d'événements où on est plus entre pros. J'en profite pour vous donner la date du prochain événement. Ce sera un entretien, un pot qu'on prendra comme la dernière fois au Café 6, qui est rue des Canettes à Saint-Germain-des-Prés, et c'est le 30 mars vers 19h, on vous dira tout ça. Donc notez dans vos tablettes pour se renforcer nos liens et voir ce qu'on peut faire en termes de business, par exemple entre nous. On sait qu'il y a eu des affaires qui se sont faites, ça nous a fait très plaisir avec Karine, suite à nos précédentes rencontres, des gens qui ont identifié des synergies. Donc c'est tout le but d'un réseau comme celui-là. Et donc, on se connaîtra mieux. Vous êtes les bienvenus le 30 mars. Au passage, je lance un appel si jamais des gens avaient des locaux et voulaient recevoir un prochain événement du club. Nous, on est preneurs. Ça pourrait être d'une capacité d'une 30aine de personnes, par exemple. Ça permettrait, lui, de se mettre un peu en lumière, de présenter sa société et d'accueillir tout le monde. Et puis, ça donnera un format un peu différent à nos rencontres. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si jamais vous vouliez accueillir un événement type After Work. Très bien, donc aujourd'hui on a un certain nombre d'inscrits et on voit que le sujet est intéressant. J'ai hâte de t'entendre, Karine. Ce qui est amusant, c'est qu'on a dans les inscrits des promos de la promo 79 jusqu'à 2004. Donc on couvre 40-50 promotions SK sur cette conférence, c'est pas mal. Donc bienvenue à tous. Donc Karine va nous présenter son sujet sur Pinel. Ça va durer une 30aine de minutes. Ensuite, il y aura 15 à 20 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On ne va pas trop interrompre Karine pendant son déroulé. Mais en revanche, on va les noter. Puis avec Delphine, on tâchera de les poser à la fin. Donc, il y aura 20 minutes, donc une demi-heure de questions-réponses. La fin est prévue pour 13h30. Et après, la salle restera ouverte quelques temps pour ceux qui veulent rester pour approfondir telle ou telle thématique ou parce qu'ils ont rencontré un ancien de leur promo ou j'en sais rien, qui a envie de rester un peu, ça sera ouvert. Merci dans la mesure du possible d'allumer vos caméras, c'est toujours vachement plus sympa pour le présentateur, et puis d'éteindre vos micros parce que voilà, on va être nombreux et
Ça évite de devoir les éteindre et de ne pas gêner la conférencière. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous renommer, hein, qu'on sache, je sais pas, vos noms et qu'on n'ait pas que le nom de votre PC. Et puis savoir, je sais pas, la promo. Moi, j'ai mis que j'étais de la promo 2000. Voilà. N'hésitez pas, c'est les 3 petits points en haut à droite de votre vignette qui vous permettent de vous renommer. Et comme vous pouvez le voir, la séance est enregistrée et elle sera disponible après sur YouTube, sur le YouTube de la communauté Alumni. Voilà, Karine, je vais te laisser la parole, te présenter un peu plus que je ne l'aurais fait, et puis te laisser nous parler de l'investissement immobilier dans le neuf et avec le dispositif Pinel, normalement, où je crois qu'il faut se dépêcher. Donc, dis-nous tout. Eh ben voilà, je vais partager la présentation. Ouais. Hop. Et tu m'as dit de le mettre plutôt en... Alors, est-ce que vous pouvez le voir? Pas encore. Vous ne pouvez pas le voir comme ça, je vais partager autrement. Hop, là, vous pouvez le voir. Par contre, je n'arrive pas à le passer en... Ah, ben c'est pas faute d'avoir répété. Hein. Tout à l'heure, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Vous l'avez ou pas? Au pire, alors là, on ne l'a pas du tout, mais au pire, tu nous le partages sans diapo, on verra quand même. Ouais, non, mais on l'a. Il suffit juste que je le réouvre. Ça va être rapide. Et je le partage tout de suite. Hop. Écran partagé. Et on est ici. Hop. Si je l'ouvre comme ça, vous le voyez? Oui, on voit ton... Oh, ben voilà. On arrive. Et là, c'est bon? Là, on voit que tes dossiers. On ne voit pas le document ouvert. Il faut que tu partages le document ouvert. Ah, c'est important. Décidément. Moi, je l'ai en... Oh, c'est vrai qu'en plus, on l'a testé tout à l'heure, ça a marché. Donc, on a un petit souci de partage. Je dois l'avoir. Ça n'a rien à voir ici. On va le faire autrement. Je vais le fermer, puis je vais le rouvrir, et puis ça va aller. Voilà. Allez, je repasse par là. Toutes mes excuses pour ce petit décalage. Écran partagé. Je le réouvre ici. Conférence, vous ne le voyez pas. Hop, hop. Ah, je sais pourquoi ça coinçait. Voilà. Donc, est-ce que là, vous voyez, même si ce n'est pas joli en présentation? Oui, enfin, on voit une... Oui, on le voit. On le voit. Tu peux partir sur cette base-là. Salut Thibaut. Ah bah là, on voit très bien. Là, c'est parfait. Voilà, plus rien. J'attendais Thibaut, en fait. Voilà, Thibaut est là. Maintenant, c'est bon, on peut commencer. Merci Thibaut. Donc, on va aller un peu plus vite sur l'intro. Donc, moi, effectivement, j'ai fait l'ESCA. Hein, donc, je l'ai fait de 92 à 96, donc à l'époque où c'était en 4 ans et à Angers. Et puis, après, j'ai enchaîné avec un Master 2 en ingénierie et gestion de patrimoine à l'INSEC. J'ai donc, logiquement, intégré un cabinet de gestion de patrimoine. Je faisais plein de choses et je faisais notamment de l'immobilier et c'est ça qui me plaisait le plus en gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai intégré un réseau bancaire. Et là, je vendais essentiellement de la résidence meublée gérée, c'est-à-dire en clair, beaucoup de résidences étudiantes, mais aussi un petit peu de Pinel. Et puis après quelques temps, j'ai intégré une agence immobilière plus classique. Donc, je vendais de la TVA réduite, mais aussi du Pinel, mais aussi de la résidence principale, de la résidence secondaire, du démembrement, du meublé. C'est-à-dire que le champ des possibles s'est élargi. Et puis, évolution normale et logique, j'ai fini par me mettre à mon compte et j'ai créé ma société qui s'appelle Invest New Immo. Alors, le fil directeur pendant ces 10 ans dans le monde de l'immobilier, c'est que je vends essentiellement du neuf. Alors, je fais un petit point sur ce que c'est que le neuf parce que juridiquement, c'est quelque chose d'assez précis. C'est c'est l'immobilier en construction ou alors déjà construit, donc livré, mais qui n'a jamais été habité. Et souvent, c'est une confusion pour les clients, c'est-à-dire qu'ils confondent le neuf et le récent. Donc, quand moi, je propose du neuf, donc avec le neuf, on peut avoir de la TVA réduite, on peut proposer du Pinel pour des investisseurs, on peut avoir des frais de notaire réduits. C'est possible si le bien n'a jamais été habité. Ça n'est plus possible s'il a déjà été livré et habité. À ce moment-là, on arrive dans ce que l'on considère comme étant du récent, mais juridiquement parlant, ça devient de l'ancien.
Et par conséquent, les frais de notaire sont plus élevés, il n'y a plus de schéma de type Pinel, il n'y a plus de schéma de type TGA réduite, etc., etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis spécialisée dans le neuf et ma société, je l'ai positionnée sur de la chasse. Ça veut dire que concrètement, je ne suis pas comme dans une agence immobilière du côté du client-vendeur. Mon métier, ce n'est pas de vendre de l'immobilier que j'ai rentré en mandat. Mon métier, c'est d'aller chercher à l'achat un bien qui correspond parfaitement à mes clients, à leurs critères. Alors, je vais les aider à définir le cahier des charges. Et puis, si besoin, on va aussi se poser la question sur quel type de bien je vais leur proposer, parce que j'ai des clients des fois qui arrivent en disant « je veux du Pinel », et puis finalement, quand on pose les choses, et c'est là où ma formation de gestion de patrimoine est importante, finalement, ce n'est peut-être pas ce qui va leur convenir le mieux. Peut-être que ce sera du démembrement, peut-être que ce sera des mobiliers classiques, normal. Donc, on prend un peu de recul par rapport à la demande, on prend un peu de recul aussi par rapport aux critères. Il faut que ce soit raisonnable et réaliste. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord, mon métier, c'est d'aller chercher la solution pour mes clients. Ça veut dire que je n'ai pas de stock, je n'ai rien en portefeuille. Par contre, j'ai mis en place des partenariats avec 24 promoteurs à peu près. Grosso modo, les promoteurs les plus importants au niveau national, ceux qui sont connus et ceux qui sont reconnus. Et moi, j'ai accès à leur stock réel, en temps réel. C'est-à-dire que dans un rendez-vous client, moi, je vais prendre une fois la casquette du vendeur Nexity, et puis après Bouygues, et puis après Kaufmann, et puis après ICAD, et puis après les nouveaux constructeurs. Voilà, je vais mettre au fur et à mesure une vingtaine de casquettes, alors que quand le particulier, lui, il va voir un vendeur spécifique, on va lui proposer d'abord des biens Nexity, puis après, il doit prendre un autre rendez-vous chez Bouygues pour qu'on lui propose du Bouygues. Donc, je vais faire gagner un temps fou à mes clients. Surtout que je connais aussi les zones géographiques, donc je ne vais pas non plus leur proposer n'importe quoi. Ce n'est pas parce que la plaquette commerciale, elle est intéressante, sexy, et, comme son nom l'indique, souvent commerçante, qu'elle est forcément pertinente. Des fois, il vaut mieux se dire, peut-être qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent être plus intéressants. Donc, je vais aussi amener mes clients, je vais les orienter des fois dans des zones géographiques auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Et tout ça, eh bien, je le fais sans frais. C'est-à-dire que j'ai une de mes amies qui m'a dit il faudrait que je le dise comme ça, en passant par Invest Minimo, c'est mieux pour pas plus cher, puisque moi, je n'ai pas de frais de dossier, pas de frais d'agence, et que je suis au même prix que si vous alliez voir les promoteurs en direct. Voilà. Donc, vous, quand vous allez sur Internet et que vous faites de la recherche vous-même sur des sites comme Se Loger ou comme Imo9, par exemple, eh bien, ce que vous voyez, c'est de la pub. Donc, dites-vous qu'il y a à peu près les 2/3 de ce que vous voyez qui n'est déjà soit plus en vente, parce que c'est déjà obsolète, soit qui n'a jamais existé, parce qu'il y a un nombre assez important d'offres qui sont en fait des fakes, qui sont des faux. Voilà. Donc, on clique tous sur le T2 à moins de 240 000 à côté des transports, mais 9 fois sur 10, en fait, il n'existe pas. Ça sert juste à ce que des vendeurs un peu malins, un peu finaux, récupèrent des adresses de clients potentiels. Et ensuite, eh bien, ça leur fait un portefeuille sur lequel ils vont envoyer de la pub chaque fois qu'ils ont un bien. Et puis, sur le nombre, sur le volume, ils finissent bien par vendre. Voilà. Karine, tu anticipes sur tes slides, non? Oui, là, je crois. Est-ce que tu peux les dérouler peut-être oui, je vais les dérouler. Donc, là, aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est bien le Pinel. Donc, c'est bien pour du neuf. Donc, pas du récent, ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce que moi, je vous conseille d'investir idéalement plutôt en début d'année et pas attendre trop longtemps? Eh bien, on va le voir, la période est encore assez favorable, mais ça va se compliquer et on va le voir sur 3 points. À le niveau de la réduction d'impôt qui va évoluer, au niveau de l'offre, c'est-à-dire du stock d'immobilier qui va évoluer aussi, et au niveau des conditions d'emprunt qui vont se durcir. Donc, voilà pour l'ordre du jour et les 3 points principaux. Alors, tu m'avais dit que ce serait peut-être bien de refaire un petit point quand même sur ce que c'est que le Pinel. Ouais, le Pinel pour les nuls, c'est quoi? Eh ben, pour les nuls, c'est réservé aux investisseurs qui sont fiscalement domiciliés en France. J'en ai sorti hier midi, on a mangé un tapeau. Micro. Delphine, si tu peux. Merci. Merci. Donc, ce dispositif, c'est de la réduction d'impôt. Ce n'est pas donc, un crédit d'impôt. Donc, il faut avoir suffisamment d'impôt pour pouvoir amortir cette réduction. Et le montant de la réduction, en fait, va dépendre de votre engagement, de votre durée d'engagement, de location. Si vous dites, je m'engage à louer pendant 6 ans, votre réduction d'impôt, c'est 2% du prix de revient de l'appartement multiplié par 6 ans. Ça fait donc 12%. Si c'est 9 ans, c'est 2% multiplié par 9, ça fait 18. Et si vous vous engagez sur 12 ans, c'est 2% par an pendant 9 ans, donc 18, plus 1% sur les 3 dernières années, donc années 10, 11, 12.
Et donc, 18 plus 3, ça fait 21%. Voilà. Il y a des contraintes, il y a des contreparties. Je ne peux pas investir, je ne peux pas acheter plus de 2 logements par an. Et il faut que le total soit au maximum de 300 000 €. Ça peut évidemment être moins. Et surtout, on va en reparler tout à l'heure, c'est un plafond qui est important, je ne peux pas défiscaliser au-dessus de 5 500 € du mètre carré. Alors, je prends un exemple tout simple. J'ai acheté un appartement de 300 000 € qui fait 50 mètres carrés. Je l'ai donc acheté à 6 000 € du mètre carré. Ma réduction d'impôt ne sera pas de 300 000 fois 2%, c'est-à-dire 6 000 € par an. Elle sera en réalité de 5 500 €, donc le plafond maximum, multiplié par 50 mètres carrés, donc 275 000 €, multiplié par 2%, 5 500 € de réduction annuelle. Ça vous explique pourquoi on ne fait pas de Pinel ou très rarement en région parisienne, en tout cas à Paris, parce que les prix en fait sont trop chers. Et petite précision aussi, cette réduction d'impôt, elle s'intègre dans le plafond de 10 000 € d'avantages fiscaux, dans lesquels vous allez trouver, par exemple, la crèche pour les enfants de moins de 6 ans, l'emploi d'un salarié au niveau du ménage, par exemple. Donc, il faut respecter ce plafond global de 10 000 €. On peut aller au-dessus, on peut aller jusqu'à 18 000 si vous investissez dans les dom-tom, au niveau du Pinel. Et puis, le propriétaire bailleur doit respecter aussi un plafond, des plafonds par rapport au prix du loyer. Ils sont décidés tous les ans. Donc, pour 2022, on ne les connaît pas encore. Ça va dépendre des zones géographiques. Mais en 2021, par exemple, la zone Abyss, on était à 17,55 € du mètre carré. En zone A, nous étions à 13,04 €. Et en zone B1, nous étions à 10,51 €. La zone B1, pour vous donner des exemples, c'est des villes en province comme Rennes, Lille, Montpellier, Marseille, ce sont des zones B1. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Il faut aussi que le locataire respecte un certain nombre de critères. On ne peut pas louer à n'importe qui. Vous ne pouvez pas louer, par exemple, à votre enfant s'il fait encore partie de votre foyer fiscal. Et puis, il faut qu'il gagne pas 100 000 € par an. Pour vous donner des ordres de grandeur, en région parisienne, une personne seule, son revenu fiscal de référence maximum, c'est 38 377 €. Pour un couple, c'est 57 357 de mémoire. Donc, vous voyez que ça reste des gens qui gagnent bien leur vie. On n'est vraiment pas dans des locataires qui sont proches des plafonds sociaux. On est dans des gens qui gagnent normalement leur vie. Donc, voilà pour ce que c'est grosso modo que le mécanisme actuel. Alors, comment ça va évoluer dans les années prochaines? Eh bien, le taux de réduction, il va baisser, quel que soit le nombre d'années d'engagement de location. Donc, on va passer progressivement à 10,5% pour 6 ans, ou 15% pour 9 ans, ou 17,5% pour 21 ans. Ça, ce sera pour les années 2023. Et en 2024, ce sera encore plus bas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va faire date, c'est la date de passage chez le notaire. C'est-à-dire que les gens qui seront passés avant le 31 décembre 2022, ils auront encore la possibilité d'utiliser ces taux de réduction qu'on va appeler des taux pleins. Ceux qui passeront après, donc au 1er janvier 2023, ils auront les nouveaux taux. Et donc, tous les gens qui vont se réveiller en septembre en disant « vite, 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 il faut que je me trouve un Pinel avant la fin de l'année », ils risquent d'avoir des difficultés parce que d'abord, les stocks vont être faibles, on va s'en parler tout à l'heure. Donc, mais bon, on va partir du fait qu'ils trouveront quand même, très bien. Ensuite, il va falloir qu'ils aient la réponse de la banque. Le délai moyen pour obtenir un accord de banque, c'est 2 mois. Donc, surtout sur la fin de l'année, ça ne risque pas de diminuer beaucoup. On sera plutôt sur une période un peu plus longue. Mais voilà, on va dire que j'ai trouvé le bien, j'ai un accord de banque, j'appelle le notaire. Encore faut-il que le notaire soit disponible. Son mois de décembre va être extrêmement chargé. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt que lui, il va pouvoir vous trouver un créneau. Parce qu'un passage chez le notaire, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Il y a de fortes chances que si vous l'appelez au mois de novembre, il va vous dire « oui, bien sûr, je peux vous recevoir, mais ce sera le 23 janvier. » Et donc, vous n'aurez pas les nouveaux taux. Vous n'aurez pas les taux actuels de réduction, vous aurez les nouveaux taux. Alors, il y aura quand même des exceptions. C'est-à-dire qu'on pourra continuer en 2023 et 2024 à bénéficier des taux pleins. Et il y aura 3 exceptions. Mais je mets tout de suite en garde. Pour l'instant, nous avons à peu près vers quoi on va aller. Mais le décret d'application n'est pas passé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les détails. Et le diable se loge toujours dans les détails. Donc, je vais vous parler de 3 exceptions qui vont permettre d'obtenir les taux pleins. Mais à nouveau,
comment est-ce qu'ils seront appliqués en 2023 et 2024? Attention. Première exception, vous pourrez bénéficier des taux pleins si vous achetez un logement qui aura fait l'objet de lourds travaux de réhabilitation. Donc, dit comme ça a l'air simple. Moi, je me pose juste 3-4 questions. Quels travaux? Quelle va être la liste des travaux? Quel pourcentage? Quel pourcentage ces travaux doivent correspondre par rapport à l'achat global? Ça, on ne sait pas. Et puis, dans la vraie vie, c'est déjà pas si facile que ça d'obtenir un prêt sur un Pinel classique. Alors, obtenir un prêt sur un Pinel avec des travaux de réhabilitation, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par un courtier en financement à la fois très, très compétent et très, très pugnace. Parce que des dossiers de financement comme ça, il va toujours manquer une pièce, un justificatif, un document. Bon, je pense que ça va être assez compliqué à financer. Mais sur le papier, c'est possible. Deuxième exception, ce sont des logements qui sont situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qu'on appelle les QPV. Ça, ce sont des zones qui sont très bien définies, très bien identifiées. Ce sont les mêmes que pour la TVA réduite. Donc, il existe même des simulateurs. Le législateur a mis en place des simulateurs. Vous tapez l'adresse et on vous dit si vous êtes en zone QPV ou pas. Moi, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y aura, par exemple, un autre plafond que les 5 500 € pour ces quartiers-là? Parce que ces quartiers-là, grosso modo, sont des quartiers sensibles. On va se le dire, hein, ce n'est pas du quartier de centre-ville, à côté de la petite boulangerie qui va bien et du métro. Hein. C'est plutôt un petit peu excentré et c'est plutôt un peu plus sensible. Donc, à quel prix? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des grilles tarifaires spécifiques? Je n'en sais rien. Et puis, le troisième point, la troisième exception, c'est ce qu'on va appeler le super Pinel. Alors, ce qui en a été dit, c'est que ce sont des logements neufs qui respecteront un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation. Alors, si on creuse un petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bâtiments devront respecter la nouvelle réglementation environnementale RE 2020. Et cette nouvelle réglementation environnementale, elle va permettre de proposer à la vente des bâtiments qu'on appellera BEPOS, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive. Donc, ce sont des bâtiments qui vont globalement produire plus d'énergie qu'ils ne vont en consommer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce critère ou cette réglementation environnementale, elle va être très complexe. Donc, on va regarder notamment l'émission des gaz à effet de serre, mais pas seulement sur la période où vous allez utiliser le bâtiment. On va le regarder sur toute la durée de vie du bâtiment. Ça veut dire que pour pouvoir être BEPOS, il va falloir utiliser de plus en plus des biomatériaux. Donc, pour de la construction, on va utiliser de plus en plus du bois. Pour de l'isolation, on va privilégier des matériaux comme le chanvre, comme la ouate de cellulose, par exemple. Pour la vie dans le bâtiment, on va beaucoup regarder la ventilation, comment la ventilation se fait. On va construire aussi un petit peu différemment. On parle de bioarchitecture, c'est-à-dire qu'on va mettre des grandes baies vitrées plutôt orientées sud et des petites fenêtres orientées nord. On va rajouter des surfaces extérieures. Donc, on va vraiment être dans une logique de qualité de vie au niveau de ces matériaux et au niveau de la construction. On va aussi regarder le chauffage. À l'heure actuelle, 75% des bâtiments sont en chauffage électrique. Là, on va plutôt privilégier les chauffages à gaz. On va parler de géothermie, on va parler de pompe à chaleur, on va parler de panneaux photovoltaïques. Donc, tout ça, c'est évidemment très bien, ça donne envie, c'est plutôt très qualitatif. Il y aura aussi une autre notion, c'est les surfaces. Elles devront être plus importantes que ce que l'on propose généralement. Donc, un T1, ce sera 28 mètres carrés minimum, avec une surface extérieure. Un T2, ce sera minimum 45 mètres carrés, avec 3 mètres carrés de surface extérieure, etc. etc. Bon. Et pour les T3 et les appartements plus grands que les T3, idéalement, il faudra une double exposition au minimum. Dit comme ça, ben évidemment, tout le monde a envie. C'est-à-dire que si moi, vous me proposez une Mercedes, ben oui, je la veux bien, la Mercedes. Mais tout le monde n'aura pas le budget pour la Mercedes. Voilà, c'est juste ça. Oui, le pourcentage de réduction d'impôt sera plus important, mais le prix d'achat de ce type de bâtiment sera beaucoup plus important. Parce que, ne serait-ce que sur le bois, je prends un exemple. Le Douglas, qui est un bois spécifique,
aux États-Unis, sur le marché américain, il a pris en quelques mois 300%. Et qu'est-ce que font les acheteurs américains? Ils viennent sur le marché européen et sur le marché français pour acheter du bois. Donc, nous, on n'a pas pris plus 300%, on a pris moins, mais on a pris quand même. Les prix ont quand même augmenté, ne serait-ce que sur le bois. Et encore, sous réserve que vous réussissiez à trouver du stock. Parce que le problème, ce n'est pas seulement que les prix ont augmenté, c'est qu'à un moment donné, tout le monde en veut du bois. Et un arbre, ça met quand même 20 à 25 ans à pousser. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit, tiens, maintenant, il va falloir construire en bois qu'on est en capacité de le faire. Je vous parle aussi des matériaux donc un peu plus techniques à installer, comme le chanvre ou alors des panneaux photovoltaïques à mettre en place. Il va falloir trouver des gens capables de les installer. Donc, pour le dire très simplement, vous n'allez pas embaucher le Pékin du coin pour pouvoir mettre en place ou mettre en œuvre ce genre de technique. Donc, c'est des gens qui vont coûter beaucoup plus cher. On ne les paiera pas au SMIC non plus. Donc, inflation sur les matières premières. Je vous ai parlé du bois, mais on a des soucis d'approvisionnement sur la peinture aussi, par exemple, sur l'acier également. Donc, inflation sur les matières premières, augmentation des salaires, puisque ces nouvelles technologies, elles vont nécessiter de la main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée. Des surfaces supplémentaires, il va bien falloir les financer aussi à un moment donné. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, oui, ce sera toujours possible d'avoir ces taux pleins en 2023 et 2024, mais à quel prix? Et ça, je ne sais pas répondre. Et merci. Oui. Mais Karine, je me permets de prendre mon rôle de timekeeper pour te dire que tu as passé les 2/3 de ta présentation déjà de ton temps et qu'on a hâte de savoir ce que ça va donner en termes d'offres. Alors l'offre, en fait, on a eu depuis quelques mois un petit peu une arrivée de stock en trompe-l'œil parce qu'en 2000, il faut comprendre qu'un promoteur, il travaille 2 à 3 ans sur une résidence avant de la mettre en commercialisation. Donc en 2020, on avait un certain nombre de résidences qui étaient prêtes et qui n'ont pas été commercialisées. Elles sont arrivées sur le marché en 2021, et puis un petit peu encore en début d'année. Sauf que là, il n'y a plus rien dans les tuyaux, vraiment, clairement. En stock, on n'a plus grand-chose d'avance. Et puis en 2020, ça a été une année d'élection municipale, 2020 ou 2021 pour certaines villes. Et pendant ces périodes, les maires ne signent pratiquement plus rien, à peu près 3 à 6 mois avant l'élection. Donc, on a eu un gros déficit de permis de construire en 2020 et 2021, et on le voit maintenant. Et en 2022, c'est une année présidentielle, donc on aura un peu le même schéma, et donc on le verra aussi en 2023 et 2024. Donc l'offre sur 2022, 2023 et 2024 va être logiquement beaucoup moins importante que ce qu'on a eu en 2021. Et puis, on en reparlait, les coûts de construction qui ont augmenté et qui vont continuer à augmenter, avec en plus une raréfaction des terrains intéressants, puisque c'est vrai qu'on a eu un phénomène d'intérêt pour des zones un petit peu plus lointaines, un petit peu plus vertes, un petit peu plus denses. Mais globalement, on continue quand même à construire plutôt dans des zones où il y a des transports et du travail. Et en France, tout ça, c'est quand même assez centralisé. Donc, on continue quand même à chercher à construire dans des zones qui sont déjà très denses et où les terrains sont de plus en plus difficiles à obtenir. Donc, ils seront de plus en plus chers. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les promoteurs, ils recrutent essentiellement des développeurs fonciers. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller chercher du terrain, justement. Et puis, troisième point, les conditions d'emprunt. Alors, en 2021, le Haut Comité à la sécurité financière a dit, attention, maintenant, on va plus seulement regarder le reste à vivre, comme le faisaient les banques historiquement, on va regarder maintenant les taux d'endettement. Donc, ils ont dit ça en 2021. Pourquoi ils le font? C'est pour éviter une surchauffe au niveau de l'immobilier. Mais en 2021, les banques n'ont pas forcément respecté ces contraintes. Donc, à partir du 1er janvier 2022, le HCSF a dit maintenant, ce ne sera plus indicatif. Ces nouvelles règles de jeu, elles seront obligatoires. Obligatoire, ça veut dire qu'on regarde le taux d'endettement et on est sur un schéma à 35% à peu près, sauf que le taux d'endettement, il intègre des assurances emprunteurs. Et puis, sur la durée de l'emprunt, on va être sur 25 ans maximum. En VFA, on est sur des durées plus longues, puisqu'en fait, on amortit sur près de 25 ans, mais on a aussi 2 ans de différés, qui sont soit des différés totaux, soit des différés partiels, pendant lesquels vous ne payez que l'assurance emprunteur et ou les intérêts intercalaires. Donc, quand on est en VFA, on va sur 25 ans plus 2 ans. Vente en état futur d'achèvement, je me permets juste, c'est du neuf, c'est ça, VFA égale 9? C'est ça, VFA, c'est vente en état futur d'achèvement. Donc, je vous le disais, de l'immobilier à l'heure actuelle qui est livré neuf et qui n'a jamais été habité, c'est rarissime. 99% des ventes, elles se font sur plan, elles se font en VFA, parce que tous les lots qui sont en dessous de 300 000 €, vu la demande actuelle,
Ça se vend en quelques jours quand c'est bien positionné, hein, bien sûr, quand ce n'est pas au milieu de la pampa. Et quand c'est bien positionné, ça se vend en quelques jours. Et quand on est sur des lots un peu plus grands, donc un peu plus chers, ça va se vendre en quelques semaines, voire quelques mois pour les très grands appartements, mais ça ne met jamais 2 ans. Alors, tous les vendeurs vont vous dire que ce sont des retours de lot, mais bon, 9 fois sur 10, ce n'est pas des retours de lot, c'est qu'en fait, il y a un souci, il y a un loup, et ils ne vous expliquent pas lequel, c'est juste ça. Donc, je reviens sur les conditions d'emprunt. Donc, il y aura bien effectivement un petit peu plus de flexibilité hein, sur un certain nombre de dossiers, 20%, mais essentiellement pour des gens qui vont acheter des résidences principales et essentiellement pour des primo-accédants, donc des gens qui n'ont pas été propriétaires depuis 2 ans. Je me dépêche. Les conditions d'emprunt, il y a aussi un autre changement dont on a parlé un tout petit peu moins, mais qui est extrêmement défavorable pour les investisseurs, c'est le changement du calcul. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait potentiellement la possibilité d'aller voir une banque et de lui demander de faire un calcul de type différentiel, un endettement différentiel. Et maintenant, en fait, il n'y a pratiquement plus aucune banque qui l'autorise et on est parti sur un calcul d'endettement classique. Je vous ai mis un exemple, mais voilà, quelqu'un qui gagnait à peu près 2 000 € par mois, qui avait 600 € pour la mensualité de sa résidence principale. Il était endetté à peu près à 30%. Il trouvait un petit investissement locatif sympa, il avait 500 € de mensualité, et puis grosso modo, il se disait, je peux aller à peu près toucher un loyer de 700 €. La banque ne prend jamais 700 €, elle pondère à 70% parce qu'elle va impacter les risques locatifs, elle va impacter la fiscalité. Donc, moi, mon petit client, il se disait, ça va me coûter à peu près 500 € de prêt et de l'autre côté, ça va me rapporter à peu près 490, donc je couvre grosso modo mes besoins. Et donc, au niveau de mon endettement, ça va passer. Ça passait, avec le calcul différentiel, il était endetté à 30,5%, ça ne passe plus avec le calcul actuel. Avec le calcul actuel, ce client-là serait endetté à 44,2%. Donc, les mêmes chiffres, mais pas utilisés de la même manière. Et un certain nombre de clients qui étaient potentiellement tout à fait capables de supporter cet endettement, en fait, ne pourront plus, soit parce que le calcul d'endettement est différent et que la banque, elle va dire, moi, 35% d'endettement maximum, je ne regarde plus votre reste à vivre, je ne regarde plus que ça, que le calcul d'endettement. Alors qu'à la base, on regardait essentiellement le reste à vivre, parce que quelqu'un qui gagne le SMIC à 35% d'endettement, c'est vrai que sa situation est fragile. Quelqu'un qui gagne 100 000 € à 35 € d'endettement, il lui reste quand même 65 000 € pour vivre. Donc, cette situation reste quand même tout à fait acceptable. Mais la priorité maintenant pour les banques, c'est de regarder l'endettement et pas le reste à vivre. Donc, j'ai encore des clients qui arrivent à passer, mais les 2-3 derniers clients que j'ai eus là, qui sont passés sans souci, sans apport et sans souci, ce sont des médecins qui gagnent entre 100 et 150 000 € et qui ont moins de 50 ans et qui ont de l'argent de côté. Donc, voilà les profils qui arrivent encore sans aucun problème à se faire financer avec des conditions particulièrement attractives. Pour tous les autres, les conditions d'accès à l'emprunt vont être beaucoup plus compliquées. Je reviens aussi sur les taux. Donc, ils vont réaugmenter. Alors, ils vont réaugmenter doucement. Là, je vous ai mis un petit schéma sur l'évolution des taux. Alors, il y a du taux maximal, du taux moyen et du taux minimal. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'aucun client n'a jamais le même taux. Il faut savoir aussi que le taux pour la résidence principale est toujours meilleur que pour le taux locatif. Les grilles tarifaires ne sont pas les mêmes. Mais à l'heure actuelle, c'est exceptionnel. À l'heure actuelle, je peux avoir, sur 20 ans, je peux avoir un taux de 1%. Mon père était directeur d'agence bancaire. C'est des taux, pour lui, c'est absolument anormal. Dans toute sa carrière, ce n'est pas possible des taux comme ça. Il ne les comprend pas. Donc, des taux d'emprunt qui sont extrêmement bas et qui vont réaugmenter progressivement. Alors, pourquoi? Alors, les taux sont constitués à chaque fois de 3 éléments. D'abord, il y a le niveau de risque qui est spécifique à chaque client. Donc, à nouveau, quand vous êtes, comme mon client précédent, médecin et que vous gagnez très bien votre vie et que vous êtes encore jeune, on vous déroule le tapis rouge. La banque, elle va regarder si vous avez déjà été dans le rouge, un petit peu, beaucoup, jamais, passionnément. Elle va regarder quel est votre âge, elle va regarder quel est votre métier. Et donc, elle va vous scorer, elle va vous mettre un niveau de risque qui sera spécifique. Ensuite, elle va vous mettre une marge parce qu'elle ne travaille pas pour rien. Les marges, à l'heure actuelle, sont assez faibles, mais il se trouve qu'en l'année 2021, ils ont fait de très, très bons chiffres au niveau des emprunts, au niveau du nombre de prêts, et ils se sont remis
toutes les banques à peu près les mêmes objectifs qu'en 2021, qui était déjà une année exceptionnelle. Donc, comme ils se sont mis des objectifs assez importants, ça veut dire qu'ils ne joueront pas sur la marge, ils resteront sur des marges assez faibles. Ce qui va augmenter, par contre, c'est ce qu'on appelle le coût du refinancement. Quand la banque vous prête, quand la Société Générale vous prête 300 000 euros, généralement, elle ne l'a pas, 300 000 euros. Elle l'emprunte auprès de la BCE. Et la BCE dit, bien sûr, je vais vous prêter de l'argent avec un taux qui s'appelle un taux directeur qui s'appelle le coût du refinancement. Et à l'heure actuelle, l'inflation est en train d'arriver. Et pour limiter l'inflation, il y a plusieurs techniques. On va baisser la demande publique, on va baisser les salaires, ou alors on va augmenter les taux directeurs. Parce que si on augmente les taux directeurs, mécaniquement, on va diminuer le nombre de prêts. Et si on augmente le nombre de prêts, eh bien, en fait, on tarit la demande, puisqu'on va tarir l'argent disponible sur le marché. Donc, pour essayer de limiter l'inflation, la Banque centrale va réaugmenter ses taux directeurs. Et donc, pour le financement de l'immobilier, elle va réaugmenter son coût du refinancement. Donc oui, ça va augmenter, mais il n'y aura pas un boom des taux, ça va être progressif dans les mois à venir. Je vous avais préparé un petit tableau, mais on n'aura peut-être pas le temps, peut-être dans les commentaires. Si tu veux savoir, tu es à une demi-heure. Voilà, donc on peut conclure. Ouais. Donc ne tardez pas trop. Avec moi, je poserai vraiment des chiffres avec vous raisonnables. Je vous dirai vraiment si les investissements sont intéressants pour vous. Une agence immobilière, elle achète des clients, elle achète des contacts, elle passe des annonces. Moi, je ne fais pas ça. Je ne travaille que par bouche à oreille. Donc, au lieu d'avoir 3 à 5 clients par jour, moi, je travaille 3 à 5 clients par mois. Donc, je vais y passer beaucoup plus de temps avec eux, sans surcoût. Et puis, si à l'heure actuelle, l'offre n'est pas bien ou n'est pas bonne ou n'est pas suffisamment pertinente par rapport à leurs critères, moi, je suis capable de leur dire que ce n'est pas grave, on va attendre 1 mois ou 2, parce que dans 1 mois ou 2, il y a une nouvelle résidence qui va sortir et qui correspondra à vos besoins. Une agence immobilière, elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a des frais de fonctionnement très importants, il faut qu'elle les rentabilise. Donc, comme de toute façon, il y a toujours un nombre important de clients, de nouveaux clients à tomber tous les jours, pas grave, elle va dire, je vous rappellerai plus tard s'il y a quelque chose de bien, mais elle n'a jamais le temps de rappeler en fait, ses clients. Parce que le but du jeu, c'est qu'elle signe le plus vite possible les clients qui rentrent pour amortir ses frais. Mon mode de fonctionnement est complètement différent et c'est pour ça que je peux vous proposer les mêmes tarifs promoteurs, sans frais d'agence, sans frais de dossier et qu'en général, mes clients me recommandent par la suite. Donc, tu es bénévole, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, c'est une très bonne question. Je suis payée par les promoteurs. En fait, ils payent leurs vendeurs. Ils me payent moi, pareil. L'intérêt pour eux de passer par des gens externes, c'est qu'ils ont toujours un petit nombre de vendeurs internes. Ce sont des vendeurs salariés, mais ces gens-là, il faut les payer, qu'il y ait eu des ventes ou qu'il n'y en ait pas. Donc, dans des périodes où ils ont pas mal de résidences à sortir, ils ont de quoi payer leurs salariés. Mais dans des périodes de vache maigre, comme on va arriver là dans les mois et dans les années à venir, ils vont faire comment si tout d'un coup, ils n'ont plus de programme à sortir? Comment ils font pour payer des salaires fixes? Ils ne peuvent pas. Alors que des gens comme moi, en fait, on ne leur coûte de l'argent que quand on fait une vente. Donc, voilà, c'est intéressant pour eux de passer par des gens comme moi. Je ne leur coûte rien. C'est pour ça que je ne coûte rien non plus au client final. Super, génial. Merci beaucoup, Karine. On a plusieurs questions. Il y en a une qui rejoint une que je t'aurais naturellement posée parce que tu disais que c'était de plus en plus difficile d'accéder à l'emprunt, donc à l'acquisition d'un appartement. Oui. Est-ce que les SCPI ou FCPI, c'est pas ça ne présente pas un intérêt pour ne pas acheter un bien dans son entier, parce qu'on ne peut pas, où c'est de plus en plus difficile, mais plutôt des parts. Et est-ce que c'est éligible Pinel? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, les SCPI, c'est souvent une bonne solution pour rentrer, pour commencer, pour mettre un pied dans l'immobilier, parce qu'on a des petits tickets d'entrée. Voilà, il y a des SCPI. Alors, c'est vrai que vous trouvez des SCPI à 500 €. Je vous conseille d'aller plutôt sur des SCPI qui ont des tickets d'entrée un peu plus élevés, parce que vous allez avoir un accompagnement peut-être un petit peu plus qualitatif, un gestionnaire un petit peu plus qualitatif. Maintenant, ce sont quand même des solutions, des formules qui ont des frais, puisqu'il y a beaucoup d'intermédiaires, mais c'est vrai que ça lisse le risque, puisqu'en fait, la société, donc société civile, va acheter plusieurs lots et puis on va lisser le risque locatif sur l'ensemble des biens qui sont détenus par cette société. Alors, c'est intéressant quand l'immobilier va très bien. Quand l'immobilier va un petit peu moins bien, c'est beaucoup plus compliqué à revendre.
puisqu'en fait, on achète juste une part de société, on n'achète pas d'immobilier. Hein. Donc, c'est un petit peu comme investir. C'est en général moins risqué que d'investir en bourse pure. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même un risque potentiel. Et surtout, ne pas le faire avec des SCPI Pinel, parce que les SCPI il y a plusieurs types de SCPI, il doit y avoir 300 à peu près SCPI de disponibles à la vente. Vous allez avoir des SCPI thématiques, donc des SCPI qui vont investir que dans des hôtels ou que dans des structures de santé. Vous allez avoir des SCPI géographiques qui vont investir que dans la région lyonnaise ou en région parisienne. Il y a X solutions, X possibilités. Les SCPI Pinel, elles vont investir uniquement dans du logement d'habitation avec une défiscalisation Pinel. Et elles vont s'engager à revendre au bout de, souvent c'est 9 ans, 10 ans, 12 ans. C'est un engagement, c'est-à-dire quelle que soit la situation du marché en face, elles revendront. Donc si, pas de chance, vous tombez à une année où le marché ne va pas bien, eh bien vous risquez de perdre beaucoup. Parce que le gestionnaire, en tout cas la SCPI, elle sera dans l'obligation de vendre. Voilà. C'est ça qui est embêtant avec les SCPI Pinel, c'est que vous n'avez absolument pas la main. Alors que quand c'est votre appartement, honnêtement, vous le revendez quand vous voulez. Voilà. Oui, on peut décider de le conserver, de le revendre une fois le délai écoulé. Okay. Guillaume Chadel nous pose une question. On entend dire que le Pinel est un investissement financier, qu'on ne doit pas faire trop attention au lieu du Pinel. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est un sous-jacent immobilier. Moi, je ne réfléchis même pas au niveau de la ville. C'est-à-dire qu'une ville, c'est trop grand. Je réfléchis au niveau d'un quartier, voire à 2 rues près. C'est-à-dire que, est-ce que c'est intéressant d'investir à Angers, Rennes, Lyon ou Marseille? Je n'en sais absolument rien. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans tel ou tel quartier? Pourquoi pas? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans telle ou telle rue? Là, d'accord. Là, la question commence à être pertinente. Donc, c'est surtout pas un produit financier, surtout pas. Ça a été vendu comme ça, par exemple, il y a quelques années, on vendait du Robien. On vendait du Robien donc, dans des endroits où, en fait, il n'y avait pas de demande locative. Ben oui, mais en fait, ce qui coûte cher en immobilier, c'est la vacance locative. Donc, certes, vous avez une réduction d'impôt avec le Pinel, mais ça n'a d'intérêt que si vous avez des loyers en face. En fait, c'est juste du bon sens. Donc, si vous achetez trop cher, ben, vous revendrez mal. C'est pour ça que, par exemple, Toulouse va être une ville où il y a un peu plus de stock qu'ailleurs. Mais attention dans quel quartier on investit à Toulouse. Parce que Toulouse n'est pas une ville très, très riche. Il y a des quartiers où potentiellement les gens auront la capacité à acheter ou à racheter votre immobilier le jour où vous voulez le revendre. Il y a d'autres quartiers où sûrement pas. Les gens seront capables de vous le louer, mais jamais ils auront la capacité financière à vous le racheter, en tout cas pas au prix parisien où vous l'avez acheté vous. Donc, voilà, vraiment, allez voir. Je suis effarée de voir des clients qui ont acheté de l'immobilier sans aller voir, ne serait-ce que l'environnement, ne serait-ce que le quartier. J'envoie tous mes clients après le dossier de réservation ou avant le dossier de réservation en fonction de leur disponibilité sur place pour que, même si moi je considère que c'est valable, que eux aussi ils valident l'environnement. C'est juste fondamental. Et puis, on a tous des perceptions différentes, c'est-à-dire que si vous voulez acheter pas cher, ça veut dire que vous allez être dans des quartiers moins qualitatifs, plus sensibles. Sur le papier, tout le monde est d'accord d'acheter moins cher. Mais quand je vous emmène en vrai dans des quartiers un petit peu sensibles, je sais pas, le Petit Clamart par exemple, tout le monde se dit « Oh, c'est du 92, c'est Clamart, c'est super ». Oui, le Petit Clamart, c'est au milieu des HLM. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Voilà. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir des locataires premium non plus si vous avez acheté pas cher. Vous aurez des locataires qui n'auront peut-être pas les moyens d'aller se loger ailleurs. Donc, la perception de est-ce que c'est pertinent ou pas, ça va dépendre de chaque client, de sa psychologie, de sa trésorerie aussi. Est-ce qu'il est en capacité à supporter plusieurs mois sans loyer ou pas, à la fois financièrement et psychologiquement. Donc, à chaque fois, j'emmène mes clients sur place pour avoir une deuxième validation après la mienne. Oui, ça reste de l'immobilier, oui, c'est basique, mais il faut mieux se le dire. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure façon d'investir en Pinel? Parce que, est-ce que, je ne sais pas, il vaut mieux un mauvais Pinel dont tu parlais qu'un bon placement non Pinel en immobilier Eh bien non, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'investir. J'ai des contraintes en Pinel, il faut les comprendre, il faut les accepter. Si je décide que moi, je veux de la liberté, c'est-à-dire que ma vie fait que peut-être que dans 5 ans, j'aimerais récupérer cet appartement ou qu'il ne faut pas investir en Pinel. En Pinel, vous avez une obligation d'engagement de location. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que si je m'engage sur 9 ans, mais que finalement je loue 7 ans,
eh bien, je devrais rendre la totalité de l'avantage fiscal sur les 7 ans. Voilà. Donc, il vaut mieux se l'avoir, il vaut mieux se poser des bonnes questions avant. Moi, j'ai un ancien client qui est revenu, je lui avais fait faire un Pinel à Romainville. Il était ravi parce qu'en fait, il avait déjà de l'immobilier par ailleurs, mais de l'immobilier ancien. Et quand il a remis en location les appartements, et Pinel et ancien, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup, beaucoup plus de demandes sur son appartement Pinel. Donc, quand il a dû refaire un investissement, il s'est dit, moi, je refais un Pinel, mais j'ai posé les chiffres avec lui. Et il se trouve que ce n'était pas pertinent par rapport à l'évolution de ses revenus dans les années à venir, ce n'était pas pertinent. Par contre, il avait du cash, donc on a fait un démembrement de propriété. Parce que le démembrement de propriété, ça va correspondre à des clients qui n'ont pas besoin forcément de revenus complémentaires, mais qui, dans 15 ans ou dans 20 ans, peuvent avoir besoin d'un appartement très bien placé en centre-ville. Pour le coup, ils l'auront acheté à peu près 2 fois moins cher. Et donc, voilà, ça correspondait beaucoup mieux à ses besoins à lui. Donc, on pose les chiffres à chaque fois et puis on pose la stratégie. Merci beaucoup. On me pose 2 questions sur ta personne. Il y a Raphaël qui veut savoir où tu es basé et il y a Maï qui demande si ensuite tu t'occupes de la gestion des locations. Alors, la gestion de location, c'est un vrai métier et il faut être disponible et idéalement sur place. Donc, je ne fais pas de gestion. Et puis sinon, je suis basée à Asnières. Donc, alors j'ai vécu dans le 92, dans le 93, j'ai travaillé dans le 78. Je connais bien, pour d'autres raisons, le 94. Donc, je connais parfaitement toute la région parisienne. Je connais très bien la région Bretagne, puisque je suis de Bretagne. Lyon également, puisque voilà, pour des raisons familiales, je connais bien Lyon. Donc, j'ai accès, en étant basée à Asnières, en fait, j'ai accès au stock de tous les promoteurs sur la France entière. Mais j'ai toujours l'honnêteté de dire, si vous voulez acheter à Clermont-Ferrand, honnêtement, je ne connais pas la ville. Donc, si je suis un peu filoute, comme beaucoup de vendeurs, je vais faire je vais regarder Google Maps et puis je vais lire le brief qu'a fait le promoteur et je vais lui faire croire que je connais le coin. Mais en réalité, non, je ne le connais pas. Donc, ma valeur ajoutée, je considère qu'elle ne sera pas absolument pertinente. Et donc, je vous dirais, il y a des endroits, si vous connaissez, c'est parfait, je vous suis. Mais je ne pourrais pas vous dire, attention, à 2 rues près, c'est moins pertinent là que là-bas. Et Toulouse-Saint-Cyprien, à tout hasard, tu connais ou pas? Non, je ne connais pas. Ok, c'était pour répondre à Franck qui m'a mis un message en privé. Ok. Une question. La plupart des vendeurs ne connaissent pas. Hein. C'est 9 fois sur 10, ils ne sont même pas allés mettre le pied là où ils vendent. Ils regardent les briefs promoteurs, hein, c'est tout. Hein. Et vraiment, ils vendent des trucs à 300, 400 000 euros sans être, ne serait-ce qu'être allé jeter un coup d'œil à l'environnement. Voilà. Céline nous demande ce que c'est le démembrement d'un bien, si tu peux. Alors oui, c'est le droit français est basé sur le droit romain qui était constitué de l'usus, le fructus et l'abustus, que l'on traduit en droit français par la nue-propriété et l'usufruit. Donc, je peux avoir scindé ma pleine propriété soit en usufruit, soit en nue-propriété. Et alors, je peux le faire soit suite au décès de quelqu'un, soit je le fais de manière volontaire, donc un démembrement temporaire. On décide que pendant X temps, je n'achète que la nue-propriété ou je n'aurai que l'usufruit. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la vente de nue-propriété parce qu'elles vendent l'usufruit soit à des bailleurs sociaux, soit à des structures comme la RATP ou le ministère de la Défense qui, eux, ont vocation à loger leurs équipes, pas forcément à gérer un patrimoine. Et donc, ça permet d'avoir accès à de l'immobilier très bien placé pour pas très cher, mais ça veut dire que je n'ai pas de loyer en face pendant toute la durée de démembrement. Donc, il faut être capable financièrement de faire face. Très bien, écoute, on a fait un bon tour des questions. N'hésitez pas, si vous voulez même maintenant ouvrir votre micro et poser une question, on dirait que c'est possible. Hein. On arrive vraiment à la fin de la réunion. Donc on était une quarantaine de personnes. Merci beaucoup, Karine, pour tes éclaircissements. Donc, on retient que plus on attend, plus il va falloir… voilà, on prend des risques. Et donc, si on a la volonté de le faire et d'investir, à ce moment-là, autant ne pas tarder et comme ça, bénéficier des bonnes conditions. C'est ça, c'est l'idée. Voilà. Et puis, si jamais un jour vous voulez que je vous fasse une conférence sur le meublé, c'est une autre approche, donc, ou sur le démembrement, pourquoi pas, voilà, dans les mois à venir. Mettez un petit mot si vous voulez dans les commentaires, parce que Delphine va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas, si on a plusieurs demandes spécifiques, on fera des thématiques. Voilà. Super.
Eh bien, écoute, merci. S'il y en a certains qui veulent rester dans la salle, avant que tout le monde parte, je vous rappelle bien la date du 30 mars. On serait heureux de faire votre connaissance de visu. Donc, le 30 mars, en soirée, début de soirée, format Afterwork à Saint-Germain-des-Prés. On recevra une invitation par le réseau Alumni, par Delphine. Oui, et c'était très, très sympa. Il y avait donc Thibaut qui y était l'autre fois. Je vois dans les gens qui étaient là, il y en avait d'autres. Et vraiment, voilà, ça nous a permis d'échanger les cartes et effectivement de faire du business entre nous. Ouais. Donc, très, très bien. Super.